eux-mêmes qu'ils le revendiquaient, Oui. qu'ils l'ont revendiqué. Oui. Mais tu as bien mis en avant le fait que il y a dans la pensée analogique des correspondances une quête d'unité chez Baudelaire, Oui. qu'il a en commun avec Mallarmé. Oui. Et que cette quête d'unité se retrouve dans le travail de l'analogie, dans la recherche des signes, sur les signes, dans le travail sur le langage. Et ce qui transparaît aussi de ta présentation, c'est que la pensée de l'unité, j'ai l'impression chez les deux, apparaît aussi dans la façon dont ils étudient l'hypothèse du suicide. L'hypothèse du suicide oui. Et de la mort, d'une part. Je l'avais pas vu, ça m'a été assez. Merci de ta présentation pour ça. Et qu'elle apparaît aussi moins souvent dans la sensualité. Une sensualité positive. Donc chez Baudelaire dans l'invitation au voyage, chez Mallarmé dans j'ai pas le titre, pardon, dans Victorieusement fuit le suicide beau, tandis que le voyage chez Baudelaire plutôt a pour conclusion une recherche de plénitude dans le suicide. C'est bien la fin du poème. Oui, c'est dans la mort. Oui. Voilà, et que Mallarmé passe son temps aussi à étudier cette possibilité. Et donc il y a une recherche d'unité. Ce serait l'aboutissement d'une recherche d'unité. Alors, je pense que oui, Baudelaire, il va dans le gouffre, au fond du gouffre, et c'est la mort. En effet, le vrai voyage finalement est la mort. Il a fait toutes sortes de voyages, mais il n'est jamais satisfait. Ce n'est que la mort qui pourrait livrer cette expérience convoitée de l'autre pour échapper de soi-même. Il n'y a que la mort. Et Mallarmé a fait une expérience de mourir pratiquement. Il dit que je ne suis plus Stéphane, je suis quelque chose qui m'habite, qui parle en moi. Et donc, oui, il fait cette expérience de mort et de résurrection aussi. Donc, il traverse la mort et même dans cette poésie, victorieusement, la mort en tant qu'auteur pour arriver à une nouvelle vie, une naissance dans un autre style poétique aussi. Et donc c'est ça, comme je le vois, le tournant au-delà de Baudelaire qui s'est rendu finalement au gouffre et à la mort. Mallarmé veut tourner, plier cette aile dans une autre direction pour pouvoir vivre. Quand je parlais de le voyage de Baudelaire, je ne pouvais pas ne pas penser à Brise marine de Mallarmé qui veut partir parce qu'il n'y a rien qui le satisfait. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Allez là-bas, fuir. Il y a ce même instinct. À ce point-là, peut-être il n'avait pas encore trouvé sa solution, sa méthode de un peu contourner ce périple fatal de Baudelaire pour en approder, ça c'est approder, pour aboutir à un autre résultat dans un autre pays, dans une région autre qu'il chante. Est-ce que tu dirais que c'est parce que Baudelaire
à l'inverse de Mallarmé, n'a pas réussi à se défaire de son bagage religieux, de son rapport à la religion et à la religion, tout simplement. C'est intéressant cette question. Moi, je veux dire... pas dire qu'il faut ou pas. Hein, oui, vraiment... oui. Mais moi, je veux dire emphatiquement non. Parce que je défends le bagage religieux chez Mallarmé. Oui. Même s'il faut s'en défaire pour se le réapproprier d'une autre manière. Mais je ne veux... Pour moi, l'idéal n'est pas de se défaire définitivement de ce bagage, qui serait un peu le préjugé de beaucoup d'interprètes français, entre philosophes. Encore que la tendance aujourd'hui, c'est à reconnaître que, bon, pour autant que tu t'en défais, tu es ressourcé quand même par tout cela. Et oui. Tu réinventes la même chose. Oui. Je le trouve infiniment riche, cette tradition, le bagage religieux. Et pourtant, la relation avec est extrêmement compliquée. Et oui, il est possible que Baudelaire ne réussissait pas à surmonter certaines hantises inconscientes, de conscience, de culpabilité. Même si sa poésie est une forte démarche, il me semble, pour pouvoir prendre position par rapport à tout cela, mais ça ne veut pas dire qu'on en est libre. L'époque de Mallarmé a peut-être favorisé un détachement encore plus grand. Merci beaucoup pour votre conférence. Alors, je voudrais faire un point qui sans doute va de pair avec ce que vous avez exposé, enfin avec l'élément central de votre thèse, c'est-à-dire en fait ces décisions langagières, enfin, ces décisions du langage politique qui viennent se substituer à une espèce de mécanisme psychologique dans la poésie. Et je voulais vous entendre sur la notion d'impersonnalité, revendiquée explicitement par Baudelaire, la notion de caractère impersonnel, volontairement impersonnel, et chez Mallarmé. En fait, les 4 sonnets que vous avez rappelés sont de très belles illustrations de ces déplacements, de ces ajustements dans l'écriture lyrique en vue précisément d'organiser cette impersonnalité, ce que Mallarmé appelle l'impersonnification. Et donc, voilà, je voulais savoir quel lien vous établissez entre précisément le point nodal de votre thèse et cette question, je crois, assez cardinale du lyrisme moderne qui est l'impersonnalité. Oui, je pense que oui, cette question va exactement dans le sens de mes réflexions, que c'est pas tellement le bagage religieux, mais peut-être un attachement à soi dont Baudelaire ne réussit pas à s'en défaire, pour autant qu'il puisse réclamer l'impersonnalité, voir la nécessité de cela, et pourtant il est tellement présent dans ses poésies, à différence de Mallarmé, qui vraiment écrit d'un point de vue impersonnel. Est-ce que c'est un point de vue? C'est le langage qui parle à travers lui. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Il est présent, Baudelaire est beaucoup plus présent que Mallarmé de l'est sans doute, mais il est présent de façon extrêmement contradictoire. Vous l'avez très bien démontré en citant à la suite correspondance et obsession. On voit comment les choses se renversent de façon quasi systématique. Mais justement, ça s'annule. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est difficile de trouver un point de référence qui permet d'organiser quelque chose que
que, et d'ailleurs les observateurs de l'époque l'ont constaté, Barnett de République, lorsqu'il fait le compte-rendu de la première édition des Femmes, elle parle bien du caractère impersonnel, universel. Il est un personnage universel. C'est tout comme Baudelaire, mais une aptitude qu'a l'univers spirituel. Une aptitude de l'univers, de regarder soi-même, oui. Voilà, comme vous citiez tout à l'heure, donc c'est cette aptitude qu'a l'univers spirituel à se penser. Et je pense que c'est par là, sans doute, que Baudelaire s'articule de façon très harmonieuse avec Mallarmé, lequel radicalise cette position de l'impersonnel en faisant jouer le poème que vous avez remontré en façon tout à fait admirable de ce point de vue, l'allégorie, l'usage de l'allégorie chez Mallarmé, emprunté à Baudelaire, mais on voit bien qu'il en fait autre chose. La sensualité, la chevelure, même dans Victorieusement fui de Souci de Beau, il est évident que le casque d'impératrice enfant, c'est quand même cette chevelure baudelairienne transposée et qu'on retrouve dans la déclaration foraine, puis même Mallarmé, au cœur même de l'écriture de prose, l'inscription du sonnet élisabétain, qui disait sonnet anglais, pour dire la poésie, la poésie au cœur du monde de la prose, et comme impersonnalité, justement comme impersonnification. Et donc je trouve en effet que notre exposé est extrêmement passionnant de ce point de vue, parce qu'il met en présence en effet des mécanismes, des différents rouages par lesquels, de l'un à l'autre de poète, se joue cette transaction, aurait dit Michel Denis, cette transmission de l'un à l'autre du côté en effet, ou en faveur de l'impersonnalité. C'est très riche, toutes ces remarques, et je pense que ça relève vraiment comment Baudelaire reste beaucoup plus enfoncé dans la personnalité, sa personnalité et d'autres personnalités. C'est une raison pour laquelle on aime Baudelaire, et même de préférence par rapport à Mallarmé, qui devient insaisissable par manque de personnalité forte, charnelle. Mais il y a des raisons à cela, et dans l'optique qu'on développe ici, c'est un peu un échec de Baudelaire. Bon, évidemment, il a son histoire à lui, tout est justifié en ces termes, mais il en a souffert. Il en a souffert beaucoup. Mallarmé atteint une certaine liberté grâce à ce délestement de sa personnalité. Et oui, c'est vraiment un tournant fondamental pour différencier ces deux voies tellement différentes, pour comprendre l'évolution de la poésie symboliste. Ça va vers notre époque, pas qu'on est d'un côté ou de l'autre, il y a les deux. Il y aurait T.S. Eliot, qui développe l'idée de l'impersonnalité de l'auteur dans Tradition and the Individual Talent, notamment, qui aspire aussi, et pense à Wasteland, par exemple, et qui parle. Bon, c'est beaucoup de voix qui viennent de partout. Ou bien dans les Four Quartets, qui reprend la musicalité qui est privilégiée par Mallarmé. Merci pour votre présentation. Et je voudrais que vous approfondissiez un petit peu plus sur la relation entre l'auto-réflexivité et la quête de la transcendance que vous avez abordée. Je pense par exemple à l'ironie, par exemple l'ironie romantique
fois pour transcender un peu dialectiquement. Et donc, est-ce que je voudrais te demander si j'ai raison de souligner le côté négatif, le côté dialectique de l'autoréflexivité de votre perspective, ou c'est autre chose? Tout à fait. Non, 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 c'est extrêmement bien ciblé, je dirais, absolument. Et vous avez commencé par le rapport entre l'autoréflexivité et la transcendance. Et puis, oui, l'ironie, c'est parfait, je pense, pour créer un certain pont. Mais parce que, en principe, il semble d'être aux antipodes de comment les mettre en relation. Mais finalement, c'est ce que je veux faire, ce que je crois que cette poésie, et pas simplement les symbolistes, donc depuis Dante, depuis les troubadours, jusqu'à la poésie visionnaire de notre époque, peut-être encore à émerger. L'autoréflexivité, ça semble de nous englober dans l'immanence et d'exclure la transcendance, ça semble. Mais c'est absolument pas ça. On doit vraiment faire l'opposé par la démarche de la poésie. C'est une médiatisation des opposés. D'ailleurs, je parle théologie apophatique, pensée apophatique, la figure de la contradiction est capitale, le coincidentia oppositorum. Non? Les poètes l'assument aussi bien que les philosophes et les théologiens. Et donc, immanence, transcendance, ce n'est que par l'immanence qu'on pourrait arriver à expérimenter, en quelque sorte, la transcendance. Sinon, on a simplement un concept mort. C'est une idole. C'est une idole. La vraie transcendance ne se donne pas que par une expérience de soi-même et des limites de soi-même, de dépasser soi-même et l'humain même. Trashumanar, significar per verba non si poria. Je cite du Paradis de Dante, de transhumaniser n'est pas possible de dire. C'est de l'ordre de l'indicible. Et pourtant, il faut entrer dans cette expérience pour pouvoir avoir une idée et une expérience authentique de la transcendance. Et ce qui m'a semblé très intéressant dans votre exposé, c'est que vous avez très bien montré que, aussi bien dans le cas de Baudelaire que dans chez Mallarmé, il y a toujours cette ambiguïté, ce doute de si on peut justement arriver à cette transcendance ou non. C'est pas chez Mallarmé, c'est peut-être plus évident, mais on ne peut pas vraiment être sûr de saisir quelque chose qui le fout. Donc cette négativité m'a semblé très intéressant. tout à fait. Si on était sûr, ce serait déjà la démentie que non, tu n'as pas atteint la transcendance. Et vous avez parlé très à propos, je pense, en évoquant la figure de l'ironie. C'est une autre figure de la rhétorique apophatique. Je répète, ça signifie négation. Donc oui, toute cette pensée apophatique tourne autour de la négativité. L'ironie est très riche et les auteurs l'utilisent. Dans les poèmes qu'on a étudiés ici, bon, il y a plein en Baudelaire, mais
même en Mallarmé, il y a des moments en chaque sonnet que je n'ai pas pu relever, où il y a quoi, non, ou peut-être, il y a quelque part, normalement c'est entre l'octave et le sestet, pas toujours, mais parce qu'il y a aussi la forme de le sonnet anglais qui est 3 quatrains et la conclusion, les deux. Le couplet. Oui, ok. Il y a quelques phrases qui semblent parler. Et il y a aussi un dialogue entre le parler et l'écrit en Mallarmé. Pour autant que c'est l'écriture qui prime, ça reste toujours un peu en dialogue avec cette possibilité ou instance parler. Et là, j'entends toujours un ton ironique. Quoi? Non, l'ironie, vraiment, c'est presque universel. Il est toujours possible d'ailleurs de lire ironiquement tout. Et bon, ça c'est un autre indice alors de l'universalité de cette pensée négative apophatique qui est vraiment le clé de voûte de mon approche, de ma pensée. Je pense, vous avez mentionné le centre pour la pensée apophatique que j'ai fondé avec d'autres, la plupart des étudiants anciens qui maintenant sont des professeurs dans le château de la Frogerie en Maine-et-Loire, où oui, on poursuit toutes les approches à l'apophatisme. Les arts et l'apophatique, c'est un programme qui est en cours actuellement. Et oui, donc voilà, j'espère que ça pourrait vous intéresser même. Et peut-être, puisqu'il est à l'écran, c'est une question à laquelle il ne s'agit pas de répondre